Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dilou Ngoma Samuel a bien voulu savoir quelle est l'exécution pour la première année du Plan national de développement 2018-2022 concernant l'agriculture et particulièrement 4 programmes stratégiques. Il s'agit, dans le cadre de ces programmes, bien sûr, du renforcement des capacités institutionnelles, de l'augmentation de la production végétale, la production animale, mais aussi la production halieutique. Vous savez que le plan a démarré en milieu d'année 2018 et que cette année a été caractérisée par une situation financière extrêmement difficile. Ainsi, les moyens prévus pour la mise en œuvre de ces 4 programmes stratégiques n'ont pu être disponibles. Néanmoins, avec le démarrage du projet de développement de l'agriculture commerciale et bientôt du développement de la pêche et l'aquaculture, nous allons disposer au fur et à mesure de ressources à côté de celles de l'État pour réaliser ces programmes. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas au bilan. Nous allons simplement vous rassurer que ces programmes vont commencer à être exécutés. Je vous remercie. Merci. Ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 3 questions ont été posées par 2 députés. 2 questions venant du député Bisuta Mabunda sur les élections consulaires, c'est-à-dire les élections dans les chambres de commerce. Monsieur le député Bisuta Mabunda, vos 2 questions sont très pertinentes et je vous remercie de les avoir posées. Monsieur le député, à titre de rappel, les chambres consulaires ont été instituées par décret numéro 95-245 du 4 décembre 1995. Elles sont nées des cendres de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'agriculture et des chambres régionales de commerce, d'industrie et d'agriculture. Ce sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et d'une autonomie financière et, de manière générale, elles sont chargées de représenter, de défendre les intérêts de tous les secteurs de l'économie en servant d'interlocuteurs entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Vous comprenez à quel point ces structures sont très importantes pour l'économie de notre pays. Elles doivent donc fonctionner normalement, notamment en organisant régulièrement les élections telles que prévues par les textes, donc tous les 4 ans. Monsieur le député, 21 ans sans élection, effectivement, pose problème. Mais la raison est simple, c'est que depuis 21 ans, il n'y a jamais eu d'allocation budgétaire pour organiser les élections consulaires. Monsieur le député, votre interpellation arrive à point nommé. Je compte maintenant sur vous pour que cette allocation budgétaire soit inscrite dans la loi de finances de 2020. En disant cela, j'espère avoir répondu à vos 2 questions.
Je vous remercie. Je passe maintenant à la question posée par le député Pascal Leyinda sur Sonoc. Monsieur le député Leyinda, il y a quelques jours, dans mon propos, je disais au vénérable sénateur que la victoire dans la lutte contre la vie chère passe par la maximisation de la production. Plus vous produisez, plus l'offre devient importante et plus les prix baissent. Le ciment est un bon exemple donné par le président de la République. Je vous remercie de l'avoir posé, de l'avoir plutôt rappelé. En effet, le ciment est passé de 12 000 francs le sac à 3 000 francs le sac, à la grande satisfaction des consommateurs. La production dans le secteur du ciment est devenue très importante et la compétition très rude à l'intérieur du pays entre les différents producteurs. Les entreprises sont en train de se restructurer de façon à faire face de manière sereine, non seulement à cette compétition interne, mais aussi à celle qui viendra bientôt de l'extérieur avec la suppression des barrières douanières dans 10 ans dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Monsieur le député, vous avez ratifié il y a quelques jours l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Les entreprises du secteur du ciment comme Sonoc s'organisent pour être dans cette dynamique. Cela suppose de nouveaux investissements et la nécessité de revoir les stratégies générales de l'entreprise. Entre 2016 et 2017, Sonoc a connu une mévente liée à la concurrence du fait de l'utilisation du fioul, alors que les autres utilisent le charbon. En 2018, Sonoc a construit un broyeur à charbon et a acquis 4 nouvelles armoires électriques après incendie dû à un court-circuit de la ligne haute tension de la SNE. Pendant cette période de travaux de rénovation de l'outil de production, Sonoc a procédé à l'abattement des salaires, primes et indemnités du personnel. La société était en arrêt. En 2019, il y a eu relance des activités. La production en clinkers est passée à plus de 8200 tonnes. Il faudra maintenant du temps pour que la Sonoc retrouve le rythme d'antan et devenir compétitive. Je rappelle que l'État est actionnaire dans Sonoc qui bénéficie de son soutien aux fins d'effectuer des investissements supplémentaires. C'est dire que Sonoc n'a pas été abandonné, monsieur le député, comme voilà. Vous l'avez dit dans votre... vous en étiez inquiété. Et pour votre gouvernement, l'entreprise a repris ses activités depuis février 2019. Avec l'accompagnement de l'État, la Sonoc va être compétitive au même titre que les autres entreprises du secteur. Je vous remercie. Merci. Ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Gabriel Bati, député de Nzambi dans le département du Kulu, nous a fait l'honneur en s'adressant à nous au sujet de l'activité minière et la protection de l'environnement, notamment le respect des aires protégées et des parcs nationaux. Après son préambule, il formule 3 questions. D'abord, il voudrait savoir si les dispositions des arrêtés délivrés à ces sociétés leur donnent le droit d'aliéner le patrimoine national des aires protégées. Et il a pris l'exemple de Konkwati Ndouli. Monsieur le député, à ce que je sache,
le parc national de Konkwati-Ndoli, au terme du décret numéro 99-136 du 14 août 1999, comporte en son sein une zone périphérique dite d'éco-développement où d'autres activités sont autorisées. Dans ce cadre, des recherches minières et même pétrolières ont été réalisées. C'est par exemple dans cette zone que se situe le projet de production de potasse, Chitukola Potash, qui a régulièrement obtenu des permis de recherche et d'exploitation en Conseil des ministres et a même pu obtenir une convention d'exploitation minière adoptée par le Parlement et promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ne pensez quand même pas que, au cours de ce long processus, nous nous sommes tous trompés. L'activité minière est réglementée ainsi que la gestion des parcs. C'est la zone centrale du parc qui est strictement réservée aux gorilles. Pour travailler dans ces zones d'éco-développement, les sociétés minières reçoivent une autorisation d'accession du ministère de l'économie forestière et il leur est demandé de se conformer aux dispositions en vigueur, aux dispositions des textes en vigueur en matière de protection de l'environnement et des recherches minières. La deuxième question, c'est celle de savoir s'il existe un conseil de surveillance des sociétés minières au sein de la Direction générale des mines et de la géologie. Bon, le ministère des Mines n'a pas dans son organisation une telle structure, mais la surveillance administrative instituée par la loi et les textes en vigueur est valablement assurée par les différentes directions au sein de l'administration centrale des mines et de la géologie, ainsi que par les directions départementales. Je vous signale que la direction départementale du Kwilu est à ce jour plus outillée en matière de surveillance administrative et s'acquitte valablement de cette tâche. La troisième question, êtes-vous au courant de l'existence d'un comptoir d'achat de cassitérite et autres minerais installé par la société Alcar Trading Congo dans la réserve de Mafumbi? Bon, le comptoir n'est pas une structure de terrain, c'est une société qui est chargée de commercialisation des matières précieuses et certains minéraux faisant l'objet d'un règlement spécial. La cassitérite, c'est le minerai d'étain qui fait l'objet d'une réglementation spéciale à l'international et notamment au niveau de la CIRGEL, organisation dont le Congo assure actuellement la présidence. Ces minerais, donc la cassitérite, le coltan, le tungstène et autres, doivent être soumis à une traçabilité rigoureuse, c'est-à-dire que le lieu de production doit être connu et certifié, ainsi que le cheminement du minerai jusqu'à l'export. Le comptoir est une pièce essentielle du dispositif de traçabilité sur les chaînes d'approvisionnement des chaînes d'approvisionnement responsables en minéraux et qui permettent aussi aux artisans d'évacuer leur production et de gagner ainsi leur vie. Enfin, je terminerai en affirmant que la société Alcar Trading Congo est bien détentrice d'une autorisation d'ouverture d'un bureau d'achat, de vente et d'exportation de la cassitérite numéro 0026/MMG DGM DPMM du 8 janvier 2019 délivré par l'administration des mines. La cassitérite est donc produite par les ressortissants congolais natifs de ces zones. Ils sont tous connus des services de l'administration centrale des mines
ainsi que du conservateur du Parc national de Konkwati-Ndouli. Cependant, nous avons bien noté l'information que M. Bati a bien voulu mettre à notre disposition et allons la traiter avec rigueur pour gérer la situation de ces exploitants clandestins. Et je vous remercie. Bien. Ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs du Bureau, Mesdames et Messieurs les députés, je suis appelé à répondre à la question suivante. Face aux désastres liés aux problèmes d'ensablement qui ne datent pas d'hier et qui prend des proportions inquiétantes avec l'élargissement de la ville, entendu Brazzaville, évidemment, qu'entend faire les ministères devant ces défis? C'est la question que pose l'honorable Samuel Dimou Ngoma, question pertinente, évidemment, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps nécessaire parce qu'elle soulève la problématique des désordres qui minent les zones sensibles du tissu urbain dans nos principales villes, dans Brazzaville, Pointe-Noire et d'autres, où le théâtre des érosions et des ensablements met à mal la viabilité des quartiers entiers et expose nos concitoyens à la précarité. Évidemment, vous savez que plusieurs facteurs combinés favorisent ce phénomène. Il y a l'érodibilité des terres, donc vous savez que les terres de Brazzaville, c'est 80% de sable fin, du sable batéké, donc notamment très fragile aux intempéries. Il y a la destruction du couvert végétal. Vous le savez aussi, la couverture végétale de Brazzaville a été réduite de 80% ces dernières années, avec pour conséquence, effectivement, la vulnérabilité des sols aux érosions. Et puis, l'urbanisation anarchique, donc l'action combinée des deux, qui, sur fond de démographie, sur fond d'incivisme aussi, la superficie de Brazzaville est passée, a été multipliée par 4. C'est-à-dire passant de 6 000 hectares en 1980 à 24 700 hectares en 2018, ce qui correspond à une extension annuelle d'à peu près 600 hectares sur cette période. Vous voyez, c'est quand même gravissime. Et pour ceux qui savent, l'observation de la ceinture périphérique de la ville, pour ceux qui habitent depuis des années, de la ville de Brazzaville, révèle une suite de collines et ne présentant aucun désordre lorsqu'elle n'était pas encore touchée par l'activité humaine. Et c'est pour cela que face à cette préoccupation, à cette situation, je dis, de plus en plus préoccupante, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle présidée par le Premier ministre, évidemment, pour la recherche des solutions à cette question de façon générale. Au plan juridique, il faut déjà dire que la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire fixe le cadre légal de la politique d'aménagement du territoire dans le respect des objectifs de base du développement durable. Il y a le schéma directeur d'urbanisme de Pointe-Noire et de Brazzaville notamment, donc des documents qui dictent, entre autres, une série d'orientations, d'actions spécifiques qui couvrent l'essentiel. Une nouvelle gouvernance urbaine pour réguler, s'il faut le dire, les marchés fonciers, faire appliquer l'arsenal juridique et rehausser le profil environnemental de la ville en luttant contre les érosions, l'ensablement et les inondations, j'en passe. Le code de l'urbanisme et de la construction qui vient d'être voté au Parlement organise et réglemente donc ces domaines. Il y a effectivement la loi numéro 21/2018 qui a fait allusion l'honorable tout à l'heure, qui elle fixe les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. Actuellement sont en discussion effectivement au niveau du gouvernement les textes sur l'environnement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les textes existent. Et leur application, alors j'insiste sur ces cas, et leur application dans ces cas précis demande une synergie collective. Une synergie collective au regard de la sensibilité de la question. Parce que la protection de l'environnement, je voulais dire la protection des populations vulnérables, passe aussi par la sanction contre les inciviques qui favorisent des désordres de l'espace urbain. Alors, au plan technique, le gouvernement a effectivement engagé quelques actions visant à sortir certains quartiers de ces désastres.
Il y a donc, avec le concours effectif de la Banque mondiale, nous sommes en train de réaliser ce qui est appelé le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, qui s'attache à réhabiliter certains quartiers précaires de Brazzaville et de Pointe-Noire afin d'améliorer les conditions de vie. La démarche est importante. Le projet va appliquer une approche de restructuration, une approche intégrée, qui permettra de rendre les municipalités plus responsables du développement urbain et de la prestation de services aux administrés, en mettant l'accent sur la participation et surtout sur l'inclusion de la population urbaine, parce que c'est leur devoir. Et donc, à l'atteinte des objectifs, ce projet pourra être répliqué dans d'autres quartiers par les municipalités elles-mêmes, qui auront donc l'expertise de la restructuration des quartiers précaires. Et notre projet est en cours, évidemment, au ministère en charge des affaires foncières sur les opérations d'aménagement foncier. Donc, une façon moderne de faire les lotissements. Et nous pouvons dire qu'un accompagnement aussi avec la banque, avec l'Agence française de développement a été convenu pour que nous fassions ce que nous appelons un programme de lutte contre les effets induits par les changements climatiques. Et il est également prévu et envisagé au niveau du gouvernement des politiques de reboisement et de végétalisation des espaces collinaires afin de protéger à nouveau contre les érosions et en fonction des moyens dont disposera l'État, parce que ceci est très coûteux, l'État procédera à la construction des ouvrages d'assainissement de façon cohérente pour canaliser les eaux qui déferlent sur les collines en portant tout au passage, sans oublier effectivement le rétablissement des lits des rivières. Vous voyez que c'est tellement passionnant que j'aurais pu continuer, mais je m'arrête là, je vous remercie. Enseignement primaire. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, et particulièrement Monsieur le député Benoît Nkari, que je remercie pour l'intérêt manifesté aux problèmes que rencontre notre département ministériel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il a plu à la représentation nationale d'écouter le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et d'alphabétisation sur une situation qui s'est produite au lycée Thomas Sankara B, consécutive au détournement d'une somme d'argent estimée à 20 millions de francs CFA. À titre préliminaire, permettez-nous de vous présenter les faits tels que nous les connaissons. Le lundi 4 février 2019, la secrétaire de Madame le proviseur du lycée Thomas Sankara B annonce à cette dernière qu'elle était victime d'un vol en ses bureaux. Des suites de ce coup de fil, arrivée sur les lieux et ayant constaté la réalité du vol, Madame le proviseur décidait de mettre au courant le directeur départemental d'enseignement primaire, secondaire et d'alphabétisation. Informé, ce dernier s'y est également rendu. Y étant, après s'être informé de la situation à son tour, il a envoyé un rapport au cabinet du ministre. Le rapport circonstancié relatif à ce vol est arrivé au cabinet le 11 février 2018. Le 11 février 2019. Merci. Faisant état donc des déclarations de la plaignante, Madame le proviseur, qui suspectait ses proches collaborateurs comme étant les auteurs du forfait, et indiquait que cette manœuvre a consisté en une soustraction frauduleuse de la somme de 16 877 000 francs CFA.
Par ailleurs, selon les propos de Madame le proviseur, elle renseignait que tous avaient quitté l'établissement au même moment à 17 h, à la fermeture des bureaux. Ce qui est curieux, c'est que le vol s'est produit sans effraction. Ainsi, la somme volée concernait une partie des frais d'inscription aux examens en effet, une partie des frais des contributions des parents d'élèves de scolarité et une autre, semble-t-il, de l'argent personnel, et tout cet argent était, semble-t-il, placé à 3 endroits différents dans son bureau. Le cabinet du ministre a réagi rapidement et les intéressés ont été convoqués, auditionnés, tel que cela ressort des différentes pièces et procès-verbaux produits au dossier que nous pourrons présenter aux honorables députés. Ce vol, nous l'avons dit, sans effraction, n'était pas le fait d'un tiers, mais le fruit d'une concertation entre les cadres impliqués. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Dès l'instant où le vol a été déclaré, les services judiciaires avaient été saisis. Les commissariats de police saisis de la procédure. On peut relever simplement que Madame l'économe, qui était malade et convalescente au moment des faits, nous semblait a priori loin de la manœuvre. A priori également, pouvaient être loin de la manœuvre les directeurs d'études vague A et vague B, étant loin des bureaux de Madame le proviseur et de l'économa, puis de la gestionnaire. Les sanctions administratives sont suivies, notamment la suspension de l'équipe dirigeante du lycée Thomas Sankara, à savoir Madame la proviseure, la secrétaire, les 2 surveillants vague A et vague B, et leur remplacement par d'autres cadres, et ce à titre conservatoire, dans l'attente des sanctions disciplinaires lors de la tenue du Conseil national de discipline qui sera convoqué sous peu. Confère des notes de service prises à cet effet. Au plan judiciaire, interpellé tour à tour devant les officiers de police judiciaire, le chef de service de la police judiciaire départementale de Brazzaville, en date du 5 mars 2019, transmettait l'entière procédure à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville pour détournement de fonds. La procédure est enregistrée sous le numéro 075 et a été transmise au procureur de la République le 5 mars 2019. Ce dernier, c'est-à-dire Monsieur le procureur de la République, a transmis à son tour la procédure au 9e cabinet du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Nous avons simplement relevé qu'alors qu'il méritait d'être placé sous mandat de dépôt, le juge d'instruction a préféré les laisser comparaître librement jusqu'à ce que l'affaire sera appelée devant la juridiction de jugement. Vous vous demandez bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, comment a-t-on pu faire à ce que des sommes d'argent se retrouvent entre les mains de Madame le proviseur ou dans leur bureau? Les questions de gestion administrative et financière sont réglées par des textes, notamment la note circulaire numéro 437 du 20 octobre 2017 portant rappel des mécanismes d'administration financière des établissements scolaires d'enseignement général. Au terme de ces dispositions, on peut lire à l'article 5 que le conseil d'administration adopte le budget programme et les décisions budgétaires modificatives, met en place un comité de gestion composé d'un trésorier, le gestionnaire, l'économe ou l'intendant selon les cas, d'un contrôleur de gestion et des associations des parents d'élèves. Contrôle la gestion de l'établissement chaque fois que le besoin se fait sentir. Au terme de l'article 7, les fonds de la caisse de gestion de l'établissement sont placés dans un compte ouvert dans un établissement financier de la place et géré par le comité de gestion dont les membres sont tous co-signataires sur le dit compte. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Au terme de l'article 13, tout acte de détournement de fonds ou du matériel reçu est passible de poursuites et sanctions administratives, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.
Donc, pour notre petite analyse, on peut reconnaître que si les cadres impliqués dans la gestion des fonds détournés au lycée Thomas Sankara avaient suivi minutieusement les prescriptions de cette circulaire, comme cela se fait dans tous les autres établissements, on rappelle qu'il y a 54 lycées sur toute l'étendue du territoire, près de 300 et quelques collèges, près de 2000 écoles primaires, on n'en serait pas arrivé là. Vous conviendrez donc ainsi que les acteurs impliqués ont fait preuve non seulement d'une légèreté blâmable, mais d'une entente pour faire disparaître les fonds mis à leur disposition. S'agissant des candidats au bac, Monsieur le Président, on en compte 1764. Le montant correspondant à leurs frais d'inscription est de 8 720 000 francs CFA. Les dispositions sont prises pour qu'ils puissent passer leur examen. Je vous ai dit qu'en principe, les fonds sont gérés dans des établissements bancaires ou financiers ou mis à la disposition du régisseur. Les sommes qui s'y trouvaient déjà ont servi à couvrir le gap pour permettre aux enfants de passer leurs examens. L'entier dossier, le rapport d'enquête de la police, les lettres de transmission du parquet au juge d'instruction sont disponibles et pourront être mises à votre disposition, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau. Je vous remercie. Bien. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée, honorables députés, je remercie l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso pour sa question sur les pépinières qui sont un chaînon important dans l'écosystème de promotion, d'appui et d'accompagnement à la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. La réponse à la question tient en deux parties. Mais avant tout propos, je voudrais solliciter l'indulgence de votre auguste Assemblée quant à l'usage des termes incubateur, pépinière, couveuse, etc., qui, pour les puristes de la science entrepreneuriale, se distinguent les uns des autres. Dans ma réponse, pour simplifier et rendre claires les choses, je vais me référer indifféremment à l'incubateur et à la pépinière, publique ou privée, comme étant, selon les mots de Monsieur le Président de la République, des structures opérationnelles qui suscitent, aident à s'installer, accompagnent et facilitent la réussite rapide. Fin de citation. D'abord, au niveau des fondements politiques et juridiques, le principe de construction des pépinières figure 1. Dans le document de la politique nationale de développement des PME et de l'artisanat, adopté par le gouvernement en mai 2010. Dans la loi numéro 46/2014 du 3 novembre portant mesures de promotion de développement des TPE et PME, dans la vision présidentielle contenue dans la marche vers le développement, parmi les réponses aux urgences des temps présents, et enfin, dans la lettre de mission présidentielle au titre de l'exercice 2015, portant spécifiquement sur la construction de la pépinière d'entreprise à Brazzaville. Ensuite, l'évolution du projet sur le terrain peut se résumer de la manière suivante. Globalement, suite à la non-disponibilisation des ressources budgétaires propres, le ministère fait avancer le projet en recourant à l'assistance technique et financière des partenaires. Ainsi, grâce à l'intervention de la Banque mondiale par le biais du PADE, nous avons pu faire réaliser en 2014 par un consultant belge l'étude de faisabilité d'implantation d'une pépinière généraliste à Pointe-Noire que nous avons validée. Le consultant a complété l'étude
par une offre spécifique d'opérationnalisation d'un incubateur pilote sous le programme Femmes Entrepreneurs. Cette étude a servi de base, répondant favorablement à notre demande, à la décision du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire de mettre à la disposition du ministère un terrain pour construire le bâtiment de cet incubateur. Malheureusement, la clôture du projet PADE n'a pas permis de franchir l'étape du financement de l'opérationnalisation du projet. Mais le projet est resté dans nos préoccupations. C'est ainsi que sur décision du ministère des Finances, il a été acquis, toujours à Pointe-Noire, l'immeuble dit ex-Ouaride dont le plan de réaménagement prévoyait la réservation d'un espace pour une pépinière d'entreprise. En substitution des ressources du budget de l'État, le ministère avait entrepris la première phase des travaux avec le recours à l'assistance d'un partenaire au développement. Ceux-ci sont également à l'arrêt, mais nous continuons les discussions en vue d'obtenir un financement complémentaire en vue de réaliser les travaux restants. Il convient également d'indiquer que face à l'étroitesse de l'offre de l'État dans ce domaine, le ministère a procédé à un recensement des pépinières privées qui en a révélé l'existence de quelques-unes dont les plus en vue sont la Fondation Sunga à Brazzaville et l'APNI à la Chambre de commerce consulaire de Pointe-Noire. Enfin, nous avons négocié et obtenu l'inscription dans les activités du PASSIGOF, projet co-exécuté par le Congo et la BAD, la fourniture d'équipements informatiques et de mobilier de bureau dans le cadre de la mise en œuvre des pépinières et incubateurs en partenariat avec la Fondation Perspectives d'avenir. À ce jour, la situation est la suivante à ce niveau. Le fournisseur a commencé à livrer au siège de la Fondation les équipements et le mobilier. L'agencement de l'espace est terminé au même lieu puisque l'incubateur y sera logé. Les équipes de la Fondation et du ministère s'activent à entamer très rapidement les réunions sur l'élaboration de la feuille de route de l'opérationnalisation de l'incubateur. C'est le lieu de rappeler que le ministère et la Fondation sont liés par un accord cadre de partenariat entré en vigueur depuis juin 2017 et le projet intègre bel et bien le contenu et les objectifs de ce partenariat. Honorable Président, honorables députés, l'incubateur joue un rôle crucial dans la réduction de la mortalité des jeunes entreprises en leur apportant un appui en termes d'hébergement, de conseils, de ressources logistiques et techniques pour une durée pouvant aller de plusieurs mois à quelques années, 5 selon notre loi, de leur première année de vie et d'activité. Nous sommes engagés à promouvoir leur création pourvu que les moyens suivent. C'est donc pour moi l'opportunité de réitérer un appel aux honorables députés pour octroyer au ministère les ressources nécessaires à cet effet lors du vote du budget de l'État qui viendront s'ajouter à celles des partenaires au développement. Tel est, honorable Président, la réponse à la question qui m'était adressée. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est l'avantage d'être très clair. Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les députés, je donnerai une réponse aux questions posées par Monsieur le député Denis Christelle Sassou Nguesso sur Copasol, avant de dire quelques mots sur le soleil et l'eau, qui sont l'un et l'autre des sources d'énergie renouvelable. Monsieur le député, la Congolaise des panneaux solaires, en sigle Copasol, est une société anonyme au conseil d'administration de laquelle un fonctionnaire du ministère en charge de l'énergie a été désigné. À ce jour,
celui-ci n'a pas encore été convoqué pour y siéger. C'est le seul lien que mon ministère entretient avec cette société. L'entrée en production de cette unité est attendue, sous réserve que les panneaux solaires qu'elle produira sont compétitifs. Notre Agence nationale d'électrification rurale pourrait s'approvisionner auprès d'elle lors de la mise en œuvre de son programme d'électrification rurale par des kits solaires, des ménages et des infrastructures communautaires de base qui sont éloignés des réseaux de distribution. Monsieur le député, la contribution de l'électricité produite à partir des sources renouvelables est actuellement inférieure, bien inférieure à 40%. Donc très faible, car l'énergie produite au Congo est dominée par le thermique gaz. Cette contribution va reculer très prochainement avec la mise en exploitation de la 3e turbine de la centrale électrique du Congo. Cependant, outre la valorisation du potentiel gazier que possède notre pays, la politique du gouvernement en matière d'augmentation à moyen et long terme de l'offre d'électricité demeure toutefois en faveur des solutions qui font appel à des sources renouvelables. Le soleil en est une, mais le déploiement des solutions solaires à grande échelle n'est pas pour l'instant rentable dans notre pays, tout comme dans la plupart des pays situés sur ou près de l'équateur, où la couverture nuageuse est quasiment permanente. La mise en œuvre de ces solutions nécessite aussi des arbitrages intelligents par rapport notamment à la faune et à la flore qu'il faut préserver et aux terres agricoles qu'il faut rendre disponibles. La plupart des études effectuées dans notre pays situent le prix de revient du kilowattheure entre 58 francs CFA et 125 francs CFA. La dernière proposition reçue d'un développeur de ferme solaire est de vendre l'électricité aux distributeurs à 18 cents du dollar américain, soit environ 105 francs CFA le kilowattheure, ce qui est bien au-delà des 44 à 49 francs que vous et moi payons à Énergie électrique du Congo. L'eau est également une source renouvelable. Le Congo a de sérieux atouts en matière d'hydroélectricité, du fait de son hydrographie et de la présence de reliefs topographiques favorables. Par exemple, Sunda, Mwangamapita, Murala, Ngoekeli, Kwembali, Cholet et j'en passe. À terme, l'objectif est d'augmenter la part de l'hydroélectricité dans le mix énergétique, car elle a l'avantage de générer de l'électricité à un coût relativement moins élevé. Les risques environnementaux peuvent être maîtrisés grâce à de bonnes études d'impact environnemental qui, au demeurant, sont désormais des prérequis à l'obtention des agréments. Je vous remercie. Je vous remercie, honorable président, mesdames et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les députés. J'ai donc l'honneur de répondre à la préoccupation de l'honorable Ngozok Mezeka, qui m'a posé deux préoccupations sur l'exécution du cahier de charges de la société CIFCO dans le département de la Sangha. Monsieur le député Ngozok, vous avez bien précisé, il s'agissait de la contribution à la construction du pont dans la localité de Mbala. Effectivement, lors de la signature de ce cahier de charges, l'entreprise s'était engagée à réaliser donc les travaux qui devaient donc accompagner la construction de ce pont. Il s'agissait de la réouverture de la route reliant Talatala à la rivière Koudou à Mbala, route longue de 80 km, de l'affectation des engins et d'un personnel de la société de CIFCO au chantier de construction de ce pont et de la fourniture du carburant nécessaire à la réalisation de travaux de construction.
Donc tout ceci a été réalisé par la société et même au-delà. Et je vais vous le dire, tout ce que la société a réalisé comme travaux au-delà des engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre de son cahier de charges. En 2009, donc la route était ouverte, la route longue de 80 km. 2015, réouverture de la route, comme vous le savez, c'est une route qui n'est pas assez fréquentée, donc la forêt reprend toujours ses pouvoirs sur cette partie et donc la route se referme. Donc 2015, réouverture de la route. Alors, entre-temps, la société donc a réalisé certaines actions, dont la gratuité de la consultation des malades au centre de santé intégré de Talatala, la gratuité de la consultation et des soins pour les autochtones au centre de santé intégré de Talatala, la prise en charge de 4 enseignants vacataires et de la prime de 3 enseignants fonctionnaires à l'école primaire de Talatala, la prise en charge de 2 enseignants et d'une infirmière, respectivement à l'école primaire et à l'infirmerie du village Bolozo, la prise en charge de 7 enseignants du collège de Talatala, la construction d'une école primaire de 3 salles de classe à Kokoa avec une prise en charge de 3 enseignants, la construction d'une annexe de l'école primaire de Talatala à Ingaba pour la prise en charge scolaire des 3 enfants autochtones, la construction d'une salle de réunion avec socle en béton au village Zoulabout et à Talatala village, l'installation de 3 forages à Talatala, l'amélioration de l'habitat des populations riveraines par la remise des planches dans les villages Bolozo, Boudel, Ngaba, Talatala village. Et enfin, la construction des cases du chef de village et du sage du village Komo, des chefs de village de Talatala et de Ngaba. Monsieur le député, j'aimerais vous rassurer que nous sommes en train de préparer le plan d'aménagement, l'adoption des plans d'aménagement de cette concession, de cette UFE, et donc nous aurons l'occasion de négocier encore un autre cahier de charges. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire que la négociation des cahiers de charges est donc du pouvoir des autorités locales, donc le conseil départemental et aussi les préfets des localités. Et donc l'économie forestière ne fait qu'accompagner donc le suivi de la mise en œuvre de ces cahiers de charges. Donc nous sommes à votre disposition pour s'enquérir avec vous, pour regarder avec vous comment renégocier un cahier de charges lors de la signature de l'avenant, donc du plan d'aménagement lié au plan d'aménagement de la société CIFCO. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien. Ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Vous avez... Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député, l'honorable Saturnin Ochalewa nous a posé 2 questions d'une importance capitale pour nos populations. Première question, quelles étaient les précautions prises par le gouvernement afin que les différents opérateurs privés de téléphonie mobile couvrent toute l'étendue du territoire national? La libéralisation du secteur des télécommunications, avec l'adoption de la loi numéro 14/97 du 26 mai 1997, a permis au gouvernement d'accorder les licences initiales aux sociétés Celtel Congo, actuellement Airtel Congo, en 1998, Libertis, actuellement MTN Congo, en 1999, et Équateur Télécom Congo, opérant sous la marque commerciale Azur en 2009, qui les autorise à établir et à exploiter individuellement
un réseau de radiotéléphonie mobile cellulaire de type GSM ouvert au public. Dans le cadre de l'exploitation de ces licences, il a été fixé dans un cahier des charges les droits et les obligations auxquelles ces sociétés sont soumises, ainsi que les localités qu'elles doivent couvrir par leurs réseaux respectifs. La zone de couverture, ainsi prescrite, est fonction du déploiement du réseau qui se fait selon un chronogramme établi comme suit. 1. Lancement du réseau, Brazzaville, Pointe-Noire, tous les chefs-lieux de département, ainsi que toutes les sous-préfectures. 2. 4 ans après, l'ensemble des localités non couvertes ayant une population estimée à 8 000 habitants au plus. En sus, le titulaire de la licence est tenu également d'assurer une couverture générale continue sur tous les axes routiers, toutes les gares et aéroports. Toutefois, en raison de la rentabilité de lourds investissements consentis par les opérateurs privés pour déployer leur réseau, il arrive que ces derniers ne couvrent pas toutes les localités du territoire national, au motif que ces zones ne sont pas rentables en raison du coût élevé de la maintenance. En effet, le revenu perçu dans ces zones est moins important que les dépenses liées aux charges dues au maintien du réseau. Il ne faut pas oublier qu'en matière d'affaires, les investissements doivent être rentabilisés dans un certain délai. À cet effet, le gouvernement, à travers son instrument, l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, avait obligé les opérateurs de veiller à ce que ces localités soient couvertes par au moins l'un d'eux, dans la mesure du possible, afin de minimiser les pertes. En 2009, à travers une nouvelle loi et en compensation, ces opérateurs accompagnent les pouvoirs publics à fournir les services de base de communications électroniques aux populations dans les localités non desservies en contribuant au financement du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques destiné à assurer les communications électroniques sur toute l'étendue du territoire national. Deuxième question. Nous constatons tous qu'il existe plusieurs localités non couvertes par ces opérateurs. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre afin de remédier promptement à cette insuffisance? Effectivement, honorables députés, il existe encore à ce jour des localités non couvertes par les opérateurs de la téléphonie mobile. Ceci pour les raisons évoquées supra. Pour y remédier, nous avons fait inscrire dans la loi des finances 2019 le taux de contribution des opérateurs réseau au Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques créé par la loi numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques. Ce taux est fixé à 1% du chiffre d'affaires hors taxe, net des frais d'interconnexion des opérateurs concernés. Ce fonds aura pour principale mission d'assurer le financement de projets visant à couvrir l'ensemble du territoire national en infrastructures et services de communications électroniques, notamment dans les zones blanches. 2 décrets ont ainsi été approuvés en Conseil des ministres pour la mise en œuvre de cette politique. Le premier fixe les modalités de mise en œuvre de l'accès et du service universel des communications électroniques et le second porte sur les modalités de gestion du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Telle est l'économie des réponses aux questions qui nous ont été posées par l'honorable Saturnin Ocha-Leua. Je vous remercie, honorable président. Très bien. Ça a l'avantage d'être clair. Ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'honorable Auguste Ngabele m'a posé 2 questions. L'une et l'autre portent respectivement sur les enfants de la rue et les personnes déficientes mentales. À propos de la politique, l'accompagnement et la prise en charge envisagée par mon département des personnes et des communautés vulnérables est une question de vision et de volonté des gouvernements, en conformité avec les mandats et les engagements pris pour y faire face. La vision et la volonté des gouvernants du Congo sont de faire de notre pays une société solidaire où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, ne soit pas un laissé pour compte. Après un état des lieux qui a révélé les faiblesses caractérisées par un état de délabrement avancé et l'inadaptation de l'administration centrale et des structures de prise en charge des personnes vulnérables, nous avons actualisé la politique nationale d'action sociale assortie d'un plan d'action. Je vous les montre sans émotion. Donc, nous avons un plan d'action 2018-2022. La politique nationale d'action sociale est inclusive et vise à rendre à l'homme et à la communauté toute leur dignité en valorisant tout leur potentiel, y compris résiduel et collatéral. Cette politique est fondée sur la prévention, la protection, la promotion ou l'autonomisation et la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Au nombre de ces personnes vulnérables figurent en bonne place les enfants de la rue et les personnes déficientes mentales. Que faisons-nous? Pour faciliter la prise en charge, nous avons prévu la modernisation et la mise en niveau des structures. Les thèmes de référence pour les études techniques et pour les plans architecturaux sont disponibles. En ce qui concerne les enfants en situation de rue, honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, le postulat du gouvernement est clair. La place de l'enfant est dans une famille, qu'elle soit biologique, d'accueil ou d'adoption. Sa présence dans un établissement d'accueil et d'hébergement, public ou privé, doit être temporaire. Cependant, le ministère a créé, depuis 2002, à Brazzaville, le Centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables, en abrégé CIREV, comme structure de référence en la matière, avec une capacité d'accueil tournante de 40 places, mais qui est confrontée aux difficultés de fonctionnement. Ce centre figure sur la liste des structures à moderniser et à mettre à niveau. Le ministère accompagne les familles en vue de la réintégration familiale des enfants en rupture
le ministère autorise la création des structures privées d'accueil et d'hébergement. À ce jour, 18 sont agréées à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Dolisie. Le ministère appuie le réseau des intervenants sur la problématique des enfants en rupture, qui compte en son sein 21 associations à Brazzaville et à Pointe-Noire, dans le SAMU social, qui déploie des efforts appréciables, la nuit notamment, en direction des enfants des rues, filles comme garçons. Concernant les personnes déficientes mentales, nous les rangeons dans la catégorie des personnes vivant avec handicap et dans les formes varient de léger à grave, selon le type de maladie considérée, de la personne, du contexte socio-économique et de la cause. Pour celles des personnes déficientes mentales qui sillonnent les rues de nos cités, vivant à la belle étoile, menaçantes vis-à-vis des tiers ou non, mais repoussantes tout de même, leur prise en charge nécessite une action intersectorielle. Au rang des intervenants, nous citons les secteurs de la santé, de la protection sociale, de la sécurité civile et de la famille. Face à ces malades en errance, le gouvernement qui mesure l'ampleur du problème sait que la solution passe, entre autres, par la construction et l'équipement des structures plus adaptées en lieu et place de l'offre actuelle, sans oublier la formation des spécialistes. L'action de mon ministère se situe au niveau préventif et promotionnel dans la réduction des risques d'abus et de violence, notamment à travers l'accompagnement des familles et des communautés dans les villages, dans les quartiers. Nous disposons à cet effet de 113 circonscriptions d'action sociale à travers le territoire national, d'un institut psychopédagogique qui jouxte le service psychiatrique du CHU de Brazzaville et d'un centre national de prévention et de traitement des traumatismes psychiques à l'OCH de Mongali 3 à Brazzaville. Ici aussi se pose le problème de la qualité des installations et des équipements, ainsi que du nombre et du niveau de qualification des agents. Pour le gouvernement, la lutte contre ces phénomènes passe par l'éradication des causes qui ont pour nom notamment pauvreté des familles, séparation des parents, irresponsabilité parentale, décès des parents, abus des drogues et les conflits sociopolitiques que notre pays a connus depuis les années 2000. C'est pourquoi, mettant la famille au cœur du dispositif, il nous revient donc de renforcer son rôle en appuyant les familles économiquement faibles à travers le développement du capital humain et la mise en place des activités génératrices de revenus, comme cela se fait déjà dans le cadre du projet Lisungi et d'autres projets à venir. Vous voyez, c'est sans émotion, mais je suis au service de la nation, dévoué, sensible et très passionné. Je vous remercie. Sans émotion. Très passionné. Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous avons fait face à
un atavisme d'un autre âge qui a voulu qu'au nom d'une certaine effervescence sans nom, que l'obscurantisme prenne le dessus sur la raison. Mais lorsqu'on a choisi d'œuvrer pour la prospérité et le progrès, on doit accepter d'en payer le lourd tribut des peines, des humiliations, des affabulations, des accusations, des confusions et des privations. Voilà la raison de l'arrêt de la caravane de la jeunesse sur le civisme, honorable Bossa. Passons maintenant à la deuxième question. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans le cadre des missions de l'éducation civique? Eh bien, les difficultés sont celles inhérentes aux effets de la crise économique et financière, mais surtout à l'absence d'un budget dédié à la Direction générale d'éducation civique créée en 2010. À ce jour, les activités d'éducation civique sont financées par le Fonds d'appui à la jeunesse créé par la loi 10-2000 du 31 juillet 2000. Alors, honorable, en ce qui concerne les remèdes, ce sera donc vous adresser un plaidoyer afin qu'à la prochaine loi de finances soit inscrit un budget pour la Direction générale d'éducation civique. Enfin, pour répondre à la troisième question de l'honorable Bossa, au sujet de l'ethnicisme et le sectarisme qui gangrènent nos administrations publiques, c'est vrai, nous aussi nous le constatons. Il n'est pas rare de surprendre des agents publics qui s'adonnent à des causeries dans des langues autres que la langue officielle, qui est le français, pendant les heures de service. Et même lorsqu'il est question de faire des choix des ressources humaines ou des lieux d'affectation, il n'est pas aussi rare de constater que c'est souvent la préférence ethnique ou géographique qui prime. Mais cette question n'est pas exclusive aux administrations publiques. On peut aussi vivre ces phénomènes dans d'autres secteurs de notre vie, comme en politique, dans la vie associative, récréative, scolaire, voire même universitaire. Mais, honorable président, le phénomène de l'ethnicisme et du sectarisme trouvent aussi leur explication à travers notre histoire, nos pratiques, puisque ce sont les valeurs que nous choisissons comme socle de vie qui nous servent de rempart. L'honorable Bossa a vu juste, l'ethnicisme et le sectarisme sont en tête de liste des antivaleurs qui gangrènent notre société et qu'il nous faut combattre afin que la République, comme disait Christiane Taubira, s'institue à nouveau maison commune. Pour cela, elle doit redevenir crédible en existant partout, au quotidien, autant dans les esprits que dans les services publics. C'est ainsi qu'au niveau du ministère de l'Éducation civique, nous avons mis en place un plan axé sur trois volets. Le premier, nous avons instauré dès 2016 une politique de proximité dans le cadre de la moralisation de la vie publique qui a consisté en des rencontres citoyennes dans les écoles, dans les quartiers, au niveau des ordres confessionnels, avec la mise en place des clubs civiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui devaient servir de cellules de veille dans la poursuite de la conduite des activités de la moralisation de la vie publique. Deuxième volet, l'élaboration et la mise en œuvre des guides et programmes ainsi que des pédagogies afférentes à l'éducation civique, morale et pour la paix, déjà initiée par mon prédécesseur. Nous n'avons fait que poursuivre. Le but, c'est la réinsertion progressive de l'enseignement de la discipline au niveau de nos curricula d'enseignement général et technique. Résultat, en 2016, nous avons formé les enseignants du secteur public au maniement de guides et programmes. C'était au mois d'octobre 2016. Ensuite, en avril et mai et novembre 2017, nous avons formé ceux du secteur privé
Et nous avons poursuivi cette formation entre juin et octobre 2018. Et aussi, j'en profite pour vous informer qu'il existe désormais une filière au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports dédiée à l'enseignement de l'éducation civique. Donc, les professionnels qui sortiront de cette filière viendront en appui aux enseignants qui sont sur le terrain pour combler le déficit des enseignants de cette discipline. Et le dernier volet, c'est l'organisation de façon rotative des colonies de vacances dans les 12 départements de notre pays. Le but, c'est de promouvoir le brassage socio-culturel et de renforcer la cohésion et l'unité nationale. En définitive, Honorable Président, l'éradication de l'ethnicisme ou du sectarisme exige l'implication de tous, notamment la société civile et des ordres confessionnels qui, à eux seuls, regorgent environ 80% de notre population. C'est en tout cas la condition d'une réponse collective et durable au tourment du repli identitaire, puisque Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. C'est sur cette pensée de Bossuet, Honorable Président, que je remercie une fois de plus l'Honorable Bossa Fidèle. Merci. Très bien. Très bien. C'était la dernière. Je peux dire que le gouvernement a bien clôturé. Il nous reste 1 heure. Il nous reste 1 heure. Il faut se conformer au règlement. On ouvre la liste pour la deuxième partie.